du continent européen, il y a des outils de défense collective. Et la France est un pays doté, donc on n'est pas probablement le pays le plus menacé directement. Pour autant, je pense que c'est un peu ce que se disaient les Ukrainiens avant 2014 et même certains qui se le disaient avant 2022. Et que face à un compétiteur russe, un adversaire russe tel que je vous l'ai décrit, qui a identifié la France comme son principal adversaire en Europe, à défaut de se faire attaquer directement et lourdement sur le territoire national, il y a beaucoup d'autres options. Et enfin, pour répondre à votre question ou précision sur gagner la guerre avant la guerre, en fait, notre vrai objectif, ce n'est pas de gagner la guerre, en fait, c'est d'éviter la guerre, et donc d'où gagner la guerre avant la guerre et dissuader nos adversaires de le faire. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas avec des bonnes intentions qu'on peut dissuader nos adversaires de nous attaquer, que ce soit sur le territoire national, que ce soit dans les différents milieux ou que ce soit outre-mer. Et que notre capacité à afficher notre détermination, d'être prêt, parce qu'en fait, gagner la guerre avant la guerre, c'est complété par en étant prêt à s'engager dans une guerre de haute intensité. En fait, c'est le meilleur moyen pour ne pas se retrouver aujourd'hui confronté à un engagement majeur. Et ceci, oui, probablement a un coût et nécessite de bien réfléchir à ce dont on a besoin. Bonjour mon général, Franck-Alexandre AFI. Donc je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Afrique, s'il vous plaît. Les bases permanentes ont été fermées. Et de ce fait, avez-vous retrouvé votre liberté de manœuvre sur le continent africain ? Merci pour cette question sur l'Afrique, effectivement, qui est quelquefois, je constate qu'on a peut-être un peu tendance à l'oublier parce qu'il y a des crises d'une intensité très supérieure. Pour autant, l'Afrique est quelque chose qui est très important pour la France. Et comme j'ai dit, il y a encore en Afrique et dans de nombreuses parties de l'Afrique un vrai besoin de France. Donc on doit y rester vigilant. Vous avez raison de citer les bases permanentes qui, quand je vous parlais d'instabilité, et il y a une autre caractéristique qui est un peu une caractéristique mondiale qui est souveraineté. Je pense que nos bases permanentes qui ont été historiquement une vraie force, parce qu'on était au contact de nos partenaires africains, parce qu'on était très réactifs, parce qu'on y stationnait des troupes permanentes, est devenu aujourd'hui, dans les facteurs instabilité et souveraineté, quelque chose qui comportait plus d'inconvénients que d'avantages. Ce n'est pas que notre système ne fonctionnait plus, c'est qu'en fait, les inconvénients liés à notre présence permanente devenaient insupportables, en particulier parce qu'on était agressé, non pas militairement, principalement, mais on était agressé dans le champ des perceptions. Et vous comprenez bien, quand je vous dis souveraineté, qui est de plus en plus revendiquée par les pays africains, nous, Français, souveraineté, on sait ce que ça veut dire. Quand en 1966, le général de Gaulle dit il faut que la France renforce sa souveraineté ou retrouve sa souveraineté, en fait, il identifie quelque chose qui est, pour lui, le marqueur principal d'une perte de souveraineté ou d'une souveraineté contestée, c'est des bases étrangères sur son territoire. Et il demande aux Américains et aux Canadiens de quitter la France. En fait, on doit comprendre ça, que les Africains puissent avoir la même vision, ou en tout cas, quand dans le champ informationnel, quelqu'un nous attaque sur cet angle-là en disant « vous êtes occupé, vous n'êtes pas souverain », en fait, ça marche. Et donc, c'est pour ça la volonté. Ce n'est pas parce que notre système de base permanente ne produisait pas des effets positifs, c'est que dans le champ informationnel, les effets négatifs étaient bien supérieurs à ça. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il y a eu une vraie conception, la mise en place d'un nouveau dispositif qui a visé à fermer nos dispositifs permanents. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de partenariat avec nos partenaires africains, d'actions de coopération, mais c'est quelque chose qui, et là aussi, je pense que c'est important, au rythme de chaque pays. En fait, il n'y a pas une politique africaine. En fait, chaque pays a son tempo, a ses besoins, et en fait, c'est chaque pays qu'il faut traiter. La mission de M. Bockel dans ce domaine-là a été très efficace, parce qu'en fait, il a pris le temps d'aller dans chaque pays, de décliner les besoins. Et en fait, tout ne s'est pas fait d'un seul coup, parce que chacun vit suivant ses contingences politiques du moment, ses élections, ses différentes choses. Et on est en train, j'estime, à l'été, d'aboutir quasiment sur nos dispositifs terminal en ce qui concerne finalement le transfert des bases permanentes. Et en fait, le but étant bien de ce qu'on a déjà fait avec un certain nombre de pays, puisque tout le monde n'est pas au même rythme, mais vraiment d'engager une coopération qui soit équilibrée. Je pense que ça, c'est le terme clé. Il faudra apprendre des deux côtés, parce qu'en fait, c'est bien à deux qu'on fait de la coopération. Mais j'estime qu'on a beaucoup avancé dans ce domaine-là. Et si je fais le point moyen de comment vous parlez de l'Afrique dans les médias aujourd'hui, en fait, on est passé sous un vrai seuil de visibilité, et que pour autant,
en dessous, il y a quand même un certain nombre de choses qui se font encore. Donc, j'estime qu'on avance dans la bonne direction. Monsieur Mercier, donne à Monsieur Mercier après. Oui, bonjour, Noémie Bisserbe du Wall Street Journal. Pourquoi dites-vous que la France est devenue la cible principale de la Russie en Europe? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France fait face à une menace plus grande que ses voisins européens? En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui a dit la France est mon adversaire principal en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas des autres pays et ça ne veut pas dire qu'il s'occupe que de nous. Mais je pense que la France, elle affiche sa détermination dans le soutien à l'Ukraine. On a le président de la République et notre diplomatie qui conduit des actions fortes. On a nos armées auxquelles on est confronté face aux Russes en Afrique en particulier, à la guerre informationnelle russe, sur lequel on a quand même investi ce domaine-là et on ne fait pas que se défendre. Donc je pense que, en tout cas, Poutine a choisi de cibler la France probablement comme peut-être le pays avec la Grande-Bretagne et d'autres comme le plus volontaire et qu'en fait, il était utile de s'opposer directement à la France et de décrire la France comme son ennemi principal en Europe. Oui, c'est Jean-Dominique Mercier. J'ai deux questions. Hier est apparue dans le communiqué, dans la déclaration commune de Northwood, cette notion de menace extrême. Sauf erreur de ma part, c'est une notion nouvelle dans le vocabulaire stratégique. Qu'est-ce que c'est qu'une menace extrême? Et ma deuxième question, elle porte dans ce que nous avez affiché. Il était fait état concernant la Russie d'un détournement de la vocation défensive de la dissuasion nucléaire. Alors, comment on voit aujourd'hui cette menace? Enfin, comment vous imaginez le seuil nucléaire? On voit un pays comme la Russie qui fait la guerre en Ukraine. On voit l'Iran attaquer un État qu'on sait être doté de l'arme nucléaire, même si c'est pas officiel. Donc ça bouge. Donc je crois qu'on parle d'épaulement chez nous, mais comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Merci. Alors, Monsieur Mercier, la dissuasion nucléaire, qui est un domaine réservé du président de la République, justement parce que c'est la dissuasion nucléaire et que la dissuasion nucléaire, elle repose sur sa crédibilité. Et que la crédibilité de la dissuasion nucléaire, c'est tout un tas de petites choses. C'est comme un peu gagner la guerre avant la guerre. Tout ce qu'on dit sur la dissuasion nucléaire, c'est quelque chose qui soit l'affaiblit, soit la renforce. Et donc, c'est un exercice qui est très cadré et qui doit le rester, j'estime. Et que, comme moi, vous avez constaté que les présidents de la République s'exprime sur la dissuasion nucléaire une fois par mandat. Je pense que c'est pour ça que c'est comme ça. Maintenant, sur le sujet menace extrême, sans rentrer menace extrême, de fait, cadre nouveau, on parle de dissuasion nucléaire à 2 pays. Donc je pense qu'il y avait volonté de ne pas utiliser inter vito. C'est quelque chose qui veut déjà dire quelque chose de très précis dans la dissuasion française. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Ça veut aussi dire que ce n'est pas assez logiquement, si on veut conserver la crédibilité, on ne dégaine pas la menace de la dissuasion nucléaire à tout moment. De fait, ça me fait la transition avec votre deuxième question, qui est probablement quelque chose où on a vu de manière assez désordonnée, et d'ailleurs sur des tonalités différentes. Quand le président Poutine s'exprimait sur la dissuasion nucléaire, c'était quelque chose qui était assez posé, assez précis et en fait conforme à la doctrine russe, avec beaucoup d'autres personnes qui ont parlé de la dissuasion nucléaire russe, plus exactement qui ont agité sa menace, où je ne suis pas sûr que la crédibilité de la dissuasion nucléaire russe y est gagnée. Parce qu'il y a eu beaucoup de menaces et finalement assez peu d'effets, tant mieux. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas provoquer. Maintenant, quand vous parlez du seuil, en fait, par définition, le seuil, il doit être difficile à fixer. Parce qu'autrement, la dissuasion peut être facilement contournée. Voilà, ce qui est sûr, c'est que la Russie a utilisé comme membre permanent du Conseil de sécurité, parce que face à quelque chose qui n'est pas anodin. Les 5 membres du Conseil de sécurité, c'est les pays qui étaient autorisés à disposer d'une arme nucléaire, avec une définition qui est que la dissuasion nucléaire est fait quelque chose qui est fait pour dissuader et se défendre. Constatons que la Russie, pays doté, a attaqué un pays non doté, et utilisé un peu mal utilisé sa dissuasion nucléaire, puisqu'en fait il l'a utilisé pour conduire des opérations offensives sous une forme de couverture nucléaire, en disant ça va suffire à finalement dissuader les autres pays d'aider l'Ukraine. Et je constate que dans ce jeu-là,
probablement que la dissuasion nucléaire russe a un peu perdu de sa crédibilité, en tout cas de sa clarté d'emploi. Merci, mon général John Lester de AP, pour ce briefing qui va m'empêcher de dormir. Si j'avais à résumer un peu, je dirais que c'est une poudrière que vous décrivez. Dans les poudrières, le danger, c'est toujours les étincelles. Le directeur de la DGSE, l'autre jour, disait à nos confrères de LCI que lui, il avait ordre du président de garder ouverts les canaux pour pouvoir parler à l'autre côté. Côté militaire, qu'est-ce qui reste de ces canaux-là? Parce que dans le temps où il y avait des signalements, quand les pays se comprenaient, par exemple dans la dissuasion nucléaire, les danses un peu chorégraphiées où les gens comprenaient ce que faisait l'autre, là, dans l'imprévisibilité, on a plus de danger d'incompréhension dans ces coups-là. Dans ces moments-là, ce serait peut-être utile d'avoir un canot, un téléphone, quelque chose. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que vous souhaiterez de ce côté-là? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait plus de contact entre les militaires français, européens et vos homologues russes? Alors, la première chose, vous l'avez dit, en fait, la DGSE, en fait, c'est une partie de sa mission. Eh bien ça, maintenir des canaux ouverts quand en fait, il n'y en a plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour maintenir un canal ouvert, pour peu qu'on le veuille, il faut quand même être 2, un de chaque côté, ce qui n'est pas vraiment le cas. Troisièmement, en fait, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je veux dire, vous avez constaté que quand il y a eu des reprises de contact, ce n'était pas au niveau du SEMA, même s'il y en avait eu avant. En fait, c'est quelque chose qui a été instrumentalisé par les Russes contre un peu la cohésion de l'Alliance Atlantique ou la cohésion avec nos partenaires. Donc, en fait, oui, il y a une nécessité de maintenir des contacts. Et en fait, ces contacts-là sont plutôt maintenus à un niveau subalterne, qui sont des contacts techniques. Et il y a peu de zones où c'est fait, mais il y a quelques zones où c'est fait. Mais c'est quelque chose qui est assez connu. Et tous nos partenaires, en tout cas beaucoup de nos partenaires, le font. Les partenaires qui ont des longues frontières avec la Russie, en fait, vous ne pouvez pas travailler sans être capable de vous parler. Mais c'est des contacts qui sont très infra pour permettre de déconflicter ou de trouver la solution. Donc ça répond à une partie du besoin. Merci. Ulysse Gosset de BFM TV. Général, on est à la veille du 14 juillet. Que dites-vous aux Français? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce que la guerre en Ukraine, que vous avez très bien décrite, peut s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine? Et vous avez dit déjà que nous étions attaqués, que nous étions la cible principale de la Russie. Mais en termes de guerre, je dirais pas traditionnelle, mais la guerre qui est menée en Ukraine peut-elle s'étendre au-delà des frontières? Est-ce que Poutine veut aller au-delà de l'Ukraine? Et qu'est-ce que vous dites au fond aux Français? Est-ce qu'il y a une menace de guerre au cœur de l'Europe? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce que vous redoutez une guerre qui s'étend en Europe? Et est-ce qu'on a les moyens d'y faire face? Merci. Alors, quant à s'adresser directement aux Français, c'est quand même pas exactement mon rôle. Pour ça, il y a des autorités politiques. Comme je vous l'ai fait ce matin, moi, je décris la situation, je décris la menace, et ça répond à une partie de vos questions. En fait, le risque de guerre en Europe, c'est pas qu'il existe, c'est qu'en fait, il est déjà là. En fait, il y a déjà la guerre sur le continent européen. Soyons bien clairs, c'est pas parce que c'est au-delà de la frontière de l'article 5 qu'il n'y a pas la guerre en Europe aujourd'hui. La guerre en Europe, elle est là, sous nos yeux, et je vous l'ai dit, avec des jours où il y a plus de 1000 morts. C'est ça la réalité. La deuxième chose, c'est que la Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là, elle est quand même présente. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français? Je ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose qui est utile. En revanche, je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience. Et que je comprends bien que les Français n'aient finalement pas envie de se dire, en fait, il y a la guerre sur le continent européen, on est l'adversaire numéro 1 désigné par les Russes, et que ça veut dire qu'il y a un niveau de menace qui existe. Jusqu'à ce titre, la revue nationale stratégique, qui est un document important en termes d'actualisation de la menace, mais qui est dans la continuité, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre brutalement. Je pense que la diffusion de la RNS doit être l'occasion d'une vraie prise de conscience, d'une vraie diffusion de ce qu'est aujourd'hui l'environnement stratégique, en fait, que les Français voient. Mais je pense que derrière, il doit y avoir un so what qui doit se passer. C'est-à-dire, OK, une fois que je comprends l'environnement stratégique, d'ailleurs pas seulement dans la guerre en Europe,
En fait, il y a déjà les attaques qu'on subit sur le territoire national, mais il y a aussi l'Afrique, il y a aussi le Proche et Moyen-Orient, il y a aussi la zone Indo-Pacifique, il y a l'espace. En fait, c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Mais en fait, on n'est pas là pour décrire le monde qu'on aimerait bien voir. En fait, en tout cas, mon métier, c'est de décrire le monde tel qu'il est aujourd'hui et en fait de me préparer à remplir les missions qu'on va fixer. Donc c'est ça que je fais. Mais je pense que là aussi, quand on parle de cohésion nationale, la cohésion nationale, qui est, je le répète, le point le plus important, la cohésion nationale, elle peut pas se trouver s'il n'y a pas prise de conscience, ou en tout cas déni de dans quel monde vit-on. Je pense que les Français sont assez bien conscients de ça. Ce qu'il faut, c'est quand même, en tout cas, leur parler très clairement. Et pas faire peur. Juste dire, voilà ce qu'il en est. Et donc, conclusion. Et c'est un peu, dans quel monde voulez-vous que vos enfants vivent demain? Parce que c'est un peu ça. Il y a instantanément, c'est ce que je vous ai décrit. Mais derrière, c'est un peu, je dis bien, si Poutine réussit à prouver que par la force, en fait, on a tout, je dis qu'on peut être inquiet. On peut être inquiet directement pour notre sécurité, mais on peut aussi être inquiet sur, en fait, ce que sera l'Europe qui devra se dire, en fait, c'était ma responsabilité, parce que c'est notre responsabilité, et je n'ai pas réussi à faire. Et ça sera le signal qui sera envoyé très clairement au reste du monde en disant les Européens ne prendront jamais leurs responsabilités. Une. Deux. Oui, mon général, Clément Dagnès de l'Express. Vous avez parlé de la coalition des volontaires. La Russie voit ces échanges aussi. On peut avoir l'impression de loin que ça stagne. Qu'est-ce que cette coalition peut délivrer quand bien même il n'y aurait pas de cessez-le-feu en Ukraine? Je pense que le premier effet de la coalition, c'est quand même un premier message qui est envoyé à Poutine en disant, en fait, les Européens, sans les Américains, ont été capables de se dire, attention, il faut qu'on se prépare à faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est probablement quelque chose qui est sous-estimé, pour autant, qui est très important. Mais pour autant, on n'est pas allé au bout. Comme vous l'avez décrit, en fait, le sujet coalition des volontaires, avec un lead franco-britannique, je l'ai dit, qui avait été suggéré, demandé par un des présidents lors d'une réunion au niveau présidentiel et chef d'État, chef de gouvernement. Cette coalition, il y avait un partage des rôles qui a été établi, parce qu'en fait, il faut voir comment chacun s'articule, et qu'en fait, le rôle de la coalition des volontaires, avec un accord de cessez-le-feu qui se mettait en place, le rôle des Européens, coalition des volontaires, était de dire on va faire en sorte que cette paix se poursuive, c'est-à-dire ce cessez-le-feu dur. Et donc c'était des mesures de réassurance pour éviter que finalement la guerre reprenne. Si je décris un peu les choses, quand il y aura un accord de cessez-le-feu, 1200 km de front, je ne sais pas comment ça se passera, mais ça ne va pas devenir instantanément totalement clair. J'en suis sûr et certain. Impossible à surveiller complètement. Il faudra se limiter à notre niveau d'ambition, probablement. Mais ça, c'est ceux qui négocieront le cessez-le-feu qui devront s'en charger. En revanche, il y a une vraie volonté de réassurance. Et ce qu'il faut empêcher, c'est qu'on ait de nouveau, si on arrivait à un accord de cessez-le-feu, un nouveau 24 février 2022. Parce que ça, on voit bien que vivre avec une guerre comme on la vit aujourd'hui, pour le monde, c'est compliqué. C'est compliqué pour les Ukrainiens et ce n'est pas acceptable pour les Européens en termes de responsabilité. Donc c'est comme ça que se positionne. Je pense néanmoins, ce dont il faut être probablement un peu plus conscient, c'est que le sujet coalition des volontaires, le fait qu'il y a un lead franco-britannique qui a été suscité et qui a été attendu et qui aujourd'hui produit des effets, quelque chose qui est très important, et qu'autour de ce lead franco-britannique, il y ait 30 pays qui soient agrégés, avec pas d'implication de la part des Américains, est quelque chose qui est extrêmement important. On doit être conscient, probablement nous Français, que la situation actuelle avec l'incertitude américaine, la menace russe d'une part, l'incertitude américaine est quelque chose qui est beaucoup plus déstabilisant dans les autres pays européens que nous. En fait, de par notre positionnement, qui nous fait de nous quand même des bons alliés de l'OTAN et personne ne le conteste aujourd'hui, pour autant, on a une certaine autonomie et, comme je vous l'ai dit, on a aussi construit un modèle d'armée qui nous permet, si un jour on doit conduire des opérations seules, de le faire. Si on conduit des opérations seules et pas en coalition, c'est plus compliqué, c'est plus risqué, on produit moins d'effets. Mais en fait, c'est quand même quelque chose que je dois avoir dans mon tiroir et ne pas devoir dire au